J'aurais souhaité, disons, pouvoir le travailler un petit peu plus, comme vous le savez. C'était théoriquement une conférence économique qui était prévue ce soir, mais qui est reportée pour des causes extérieures à notre volonté, qui aura lieu au courant 2018. Donc, le plus simple était de vous présenter le numéro à paraître de Perspectives Libres, qui porte sur la crise de la virilité. Alors, le sujet prête à sourire, mais votre nombre ce soir, ainsi que la réaction à de la plupart des, disons, des interlocuteurs que j'ai pu avoir, me fait dire qu'il y a une inquiétude derrière ce sujet. Même si, disons que les raccourcis vers ce que le général de Gaulle appelait les raccourcis vers le bistrot sont assez faciles à partir d'un sujet comme celui-là. J'ai d'ailleurs, pour m'en débarrasser définitivement, commencé par là, parce que le vrai problème d'un sujet comme la crise de la virilité, c'est qu'on sent tous que c'est une notion importante, deux, une notion qui est en train de disparaître. Mais nous n'en avons pas de définition précise. Pourquoi? Parce que la virilité, avant toute chose, c'est une image. Au sein des sciences humaines, à l'exception de certains théoriciens très tardifs, et d'ailleurs récents, qui appartiennent tous, quasiment tous, aux écoles dites des gender studies, donc des études de genre. Comme vous le savez, la théorie du genre n'existe pas, mais les études de genre existent. On n'a pas de chaland comme on peut. Les sciences humaines ne se sont pas extraordinairement interrogées sur cette notion jusqu'à une date récente. La philosophie, rarement directement. Par contre, l'esthétique, la littérature, mais surtout, au XXe siècle, le cinéma, se sont passionnés pour cette question. Et d'ailleurs, quand on vous dit le mot viril, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit pour la plupart d'entre vous? Des visages, des grands acteurs. Allez, il doit en avoir quelques-uns parmi vous. Si je vous dis virilité, vous allez me répondre, pour les plus âgés, Ventura, Clint Eastwood, pour cette génération, tout à fait. Gabin, etc. Bogart. Comment? Brando. Là, on n'entre pas dans les coups et les douleurs. Bon, en tout cas, pour l'instant, personne ne m'a cité Cyril Hanouna. Je suis parce que là, je pense qu'il y aurait un écart de salle un peu difficile à tenir pour l'orateur. Robert Mitchum. Bon, vous voyez, la virilité, c'est avant tout une image. Et c'est parce que cette image est peut-être ou certainement en train de disparaître, du moins en Occident, qu'on sent la notion en crise. Toutefois, l'image est un symptôme, et la disparition de l'image un symptôme. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour ça que dans ce sujet, ce qui va être le plus difficile pour nous, ça va être la définition. Donc, on va y passer un petit peu de temps si ça ne vous oblige pas. Ensuite, je vous donnerai du moins les éléments de contexte de ce qu'on appelle la crise de la virilité, parce que disons que c'est quelque chose qui est globalement admis en doctrine historique. Et je vais vous dire pourquoi cette notion risque de revenir, qu'à titre personnel, je m'en réjouis, même si c'est une réjouissance tragique. Parce que le fait que cette notion se repose implique de grands bouleversements à l'échelle individuelle et collective. J'aimerais d'abord qu'on s'entende bien. La virilité accompagne souvent la masculinité, mais ne la recouvre pas. Il y a une virilité féminine qui n'est pas ce qu'on appelle les femmes virilisées. Donc je ne vous parle pas de Caroline Forest. On se comprend?
2. Et j'aimerais qu'on débiologise un tout petit peu ce débat. Pourquoi? Parce que si nous restons uniquement, je ne dis pas que ça n'a absolument rien à voir, dans le problème de la virilité, comme disait Lartegui, la crise est dans l'homme. Là, majoritairement dans l'homme au sens masculin. Mais pas uniquement. Et j'aimerais qu'on débiologise un tout petit peu ce débat. Pourquoi? Parce que sinon, la voie est toute tracée vers deux débats qui, à mon sens, sont très sympathiques, mais qui ont déjà été posés. Qui sont dans ce qu'on appelle le non-conformisme, les deux grandes visions de la féminisation qui s'opposent depuis Otto Wenninger. Depuis Otto Wenninger, il n'y a pas grand-chose de nouveau. C'est-à-dire, vous avez ceux comme Éric Zemmour qui pensent qu'on est en train de faire des hommes des femmelettes, et vous avez ceux qui pensent que parce que notre système, à la fois économique et idéologique, trouve que les attributs de la féminité, comme la maternité ou comme d'autres, sont des infirmités qui entendent masculiniser les femmes. Très bien. Ce débat-là a déjà été posé. C'est un débat que je juge, si vous voulez, c'est pas un débat qui est dépassé. Et si vous voulez, c'est un débat où je pense que quasiment tout a été dit et qui aujourd'hui confine au dialogue de sourds. De toute façon, déjà parce que, si vous voulez, il y a au moins 2-3 auteurs aujourd'hui qui vous ressortent ce débat-là tous les 10 ans en moyenne. C'est très simple, hein, vous avez eu Vers la féminisation, Alain Soral, 96. Le premier sexe, 2000, Éric Zemmour. L'homme et l'avenir de la femme, Natacha Polony, 2005. Bon, tous les 5 ans, il y en a un, ça devient un marronnier. Donc j'aimerais qu'on s'éloigne un tout petit peu de ce débat-là, si ça ne vous oblige pas, on peut y revenir dans les questions. Mais je pense malheureusement que en plus, ce sont deux théories qui se répondent, mais surtout, je pense que le problème est bien pire que ça. Bien pire que les changements de comportement ou d'attributs des sexes. Bien plus profond que ça et bien pire que ça. Parce que sinon, en plus c'est un débat qui, dans la période moderne, s'est reposé depuis Otto Wenninger, mais qui est un débat qui se pose en fait depuis Aristophane. Je dirais que la différence des sexes chez Aristophane, reprenant le banquet de Platon, c'est que les êtres androgynes que nous aurions été ont été coupés en deux et qu'il reste, sur les séquelles particulièrement du corps de la femme, les restes de cette division. Si vous voulez, j'aimerais qu'on essaye d'aller un tout petit peu au-delà de ça, surtout que, au-delà même de la notion de virilité féminine, et là encore, je dis virilité féminine, ça ne doit pas vous choquer, il y a aussi des images qui doivent vous venir. Et étrangement, là pour le coup, ce sont généralement des femmes qui quittent la sphère de l'image ou du cinéma. Et, étonnamment, je vous donne un exemple, je l'ai testé sur un camarade pour voir. Je lui ai dit, virilité féminine, il m'a répondu deux choses. Alors, qui certes, mises bout à bout, en système réflexe, peuvent un petit peu interloquer. Il m'a dit, Jeanne d'Arc, Golda Meir. Bon, admettons. Mais là, il ne m'a pas cité d'actrice, il ne m'a pas cité d'image. Il m'a cité ce qu'on appellerait des femmes d'action, des femmes politiques. Étonnamment. Et ce que j'essaye de vous dire, c'est que fondamentalement, ce qu'on appelle la virilité, plus que la masculinité ou la féminité, qui sont d'abord des données. Je ne dis pas qu'on ne puisse pas faire quelque chose des données, mais qui sont des données. La virilité est une dynamique. Elle s'acquiert, elle se perd, elle peut se perdre. C'est d'ailleurs une angoisse bien connue en psychanalyse pour les hommes, l'angoisse de la castration. Je vais vous en donner une définition que j'emprunte à Descartes par rapport à sa définition de la générosité, qui n'a rien à voir chez Descartes
à la générosité au sens moral que vous pouvez lui donner. Cette puissance en nous qui fait que nous jugeons bien, avec deux éléments déterminants, le sentiment que l'on a son libre arbitre, joint à la ferme intention de ne jamais en manquer. Dans cette définition, me faisait remarquer une amie, il y a deux éléments essentiels. Le terme puissance et le terme fermeté. La puissance implique une dynamique et la fermeté une constance. Et finalement, je dis bien que la virilité est une puissance et non une force, car généralement, qui pense-t-on le plus viril? Celui qui est en situation de faiblesse et qui néanmoins se bat. Le résilient, certains diraient psychologiquement, et beaucoup plus profondément que ça, le résistant. La personne qui, ça nous aiguille. En réalité, la virilité n'est pas uniquement, elle peut l'être dans le sens commun, le fait qu'un homme dégage une attraction, qu'une femme dégage une attraction. Et ça, là, ça relèverait beaucoup plus même du charisme, étonnamment. En réalité, la virilité, c'est une manière d'être au monde. C'est un fait social, avant tout, plus qu'un fait individuel. Ça vaut à l'échelle individuelle. D'ailleurs, il y a une figure qui a cette virilité de l'homme seul face au monde. C'est une figure qui, d'ailleurs, est un peu en train de disparaître, mais qui était omniprésente au XIXe siècle. Le dandy. L'homme qui défie toute la société par sa manière d'être. Qui renvoie, qui se dresse face à l'être social. Et en réalité, il est tout à fait normal que cette manière, si vous voulez, la virilité, c'est une puissance d'existence. C'est le fait d'être dressé, d'où l'analogie qui est, sans faire du jeu de mots lacanien, malheureusement, bas de plafond, je ne sais pas, mais bas de ceinture, c'est sûr. C'est le fait d'être dressé face au monde. C'est le fait d'affronter parce qu'il y a virilité là où il y a quelque chose qui vous résiste. D'où le fait que la virilité a à voir avec l'authenticité. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qui porte en philosophie la définition suivante? Ceux qui résistent à ma volonté. Le réel. C'est le réel, ce sont les événements qui nous résistent. Et le fait de regarder ça en face, c'est ça l'homme viril. Et le fait de subjuguer les événements est un critère, disons, de survirilité qui nous renvoie à quelle figure? Quelle figure vous associez avec la virilité? Quelle qualité et quelle figure? Le héros et l'héroïsme, nécessairement. Tout le monde voit ce que c'est quand même, le héros et l'héroïsme, si vous voulez. Touche pas à mon poste, ne vous a pas tous encore eu quand même. Ne me regardez pas comme ça. D'accord, bon. Ok. Là, je commence à craindre mon propre public. Mais justement, chez quelqu'un comme Walter Benjamin, la virilité, c'était ça, c'était l'aura des héros. Pourquoi? Parce qu'ils ne font pas qu'affronter, ils subjuguent les événements, généralement au prix d'une destinée tragique. Mais surtout,
quelle était la qualité que les anciens mettaient au-dessus de tout, qui était cette preuve de la virilité d'un homme. Alors attention, un homme pris au sens de l'Antiquité, c'est-à-dire un citoyen. Parce que la notion d'homme dans l'Antiquité ne recouvre pas tout à fait ce que nous employons. Quel était ce terme qui, mis à part dans le discours d'une certaine extrême gauche, a totalement disparu du débat public? La vertu. Virilité, vertu, c'est la même racine. C'est toujours le fait de se dresser face au monde, face à la tragédie du monde. Est-ce que pour l'instant, la définition, est-ce que ça va? Vous voyez ce que je dis? Et maintenant, vous voyez un peu pourquoi je vous dis que ça va un tout petit peu plus loin que nos querelles d'écritures inclusives, qui sont urticantes, je n'en disconviens pas. Mais malheureusement, c'est quelque chose de beaucoup plus grave qui se joue. Alors vous me direz, cette notion est admise comme en crise. Mais pourquoi? Pour savoir pourquoi, il faut remonter à depuis quand. On parle de la crise de la virilité depuis le 19e siècle. Étonnant. Pas tant que ça. Quels sont les grands événements qui arrivent au 19e siècle? Vous avez, premièrement, pour moi, quelque chose d'extrêmement, on ne s'en rend pas compte, mais quelque chose d'extrêmement grave, qui est un processus long, qui a d'ailleurs connu une date assez célèbre dans la France, en France de manière relativement récente, qui est la disparition progressive des grands rites qui faisaient des jeunes hommes, majoritairement, mais également de certaines jeunes femmes, qui éveillaient cette virilité ou qui la sanctionnaient. Dans l'Antiquité, c'était vers 16 ans. Et nous, une grande dernière, que la plupart d'entre nous, parce que je m'inclus dedans, je n'ai pas eu cette chance, n'ont pas pu connaître, qui était le service militaire. Ce faisant, cette prise en compte inculquée à l'individu qu'il doit faire du monde et du visage qu'il doit y opposer a progressivement disparu, laissant place à quoi? À ce que la société marchande a produit de mieux, progressivement. Le bourgeois d'abord, et sa figure extraordinaire, l'adolescent, aujourd'hui. C'est-à-dire l'homme piégé non entre deux mondes, mais entre deux temps, et qui allie le pouvoir d'achat de l'homme adulte et la versatilité des désirs. Mais lui est une fin de processus. Ce qui a eu lieu, premièrement, la fin de ces grands rites qui étaient autant de repères au sein d'une vie. Deuxièmement, la multiplication des artefacts, car je vous l'ai dit, la virilité est une dynamique. Elle se conquiert, elle peut se perdre. Malheureusement, elle peut aussi trouver des subterfuges et surtout des simulacres. Et qu'est-ce qui commence au XIXe siècle progressivement? La société où la dynamique de l'avoir va supplanter progressivement la dynamique de l'être, et où la consommation et la consommation, le jeu de mots est facile, mais il est de Georges Bataille, et il a une partie de vrai, va progressivement prendre le pas avec le déchaînement que seront les années, fin des années 50, 60 et 70. À ce moment-là, et c'est très drôle, parce qu'à ce moment-là, comment va-t-on... À ce moment-là, il y a une mutation extraordinaire du capitalisme. Deux mutations extraordinaires. La première, ça va être de se
de quitter le capitalisme entrepreneurial à papa pour entrer dans ce capitalisme du simulacre et de la séduction, très bien analysé en son temps, entre autres par Michel Clouscar. Et deuxièmement, de faire de la pulsion créatrice et de la pulsion mère, qui est la pulsion reproductrice et sexuelle, par la fameuse révolution sexuelle des années 70, d'en faire progressivement un simulacre comme un autre. Et résultat, nous sommes aujourd'hui dans une société d'abstinence pornographique. Une société puritaine. On pratique de moins en moins, mais on y pense tout le temps parce qu'on ne vous laisse pas le choix d'y penser. Et où l'acte le plus intime est devenu une variante de l'acte d'achat. Vous comprenez ce que je veux dire? Et ce faisant, on vous a pris, et on nous a pris, une part du monde contre lequel nous devions exercer cette virilité, contre lequel nous devions nous dresser. On nous a pris la figure de l'autre. Cette figure dont on vous rabâche les oreilles quand l'autre est abstrait, quand il est l'homme des droits de l'homme, mais aujourd'hui, quelle est la maladie sociale qui est en train de bouffer l'Occident, et qui est particulièrement présente en France? L'isolement. L'isolement. Très jolie réussite d'une société festive et carcérale. On a fait de nous des hommes et des femmes seuls ou en voie d'isolement, qui aujourd'hui, il y a même des études qui sortent sur le fait que les réseaux sociaux font que notre oreille n'analyse plus les voix, parce qu'on est tellement habitué à ne plus entendre la voix de l'autre qu'elle nous devient bien plus insupportable. On commence à voir des geeks malades de la voix des autres. Pour vous dire que mes camarades qui font des études de psychiatrie ne sont pas en train de perdre leur temps. Ce n'est pas pour rien que c'est également au XIXe siècle que la figure de l'homme créateur qui s'incarne et qui est d'une condition assez simple que là, par contre, nous pouvons tous être, qui est une sorte d'héroïsme du quotidien, qui est la figure sur laquelle on a reposé notre société pendant 2 millénaires et demi. Le père. C'est au XIXe siècle que la figure du père commence à décliner dans notre imaginaire. Ce n'est pas pour rien. Ce sont des phénomènes liés. Un homme aussi peu suspect de conservatisme bête et méchant type demi-molle du Figaro Magazine, que Joseph Proudhon disait, pour être homme, il faut être père. Vous voyez ce que je veux dire? Et là encore, le 19e siècle est aussi ce décollage en force du capitalisme. Pourquoi? La pensée catholique ne le retient plus. Les pensées dites républicaines, avec leur idéal du citoyen, etc., hérité de l'Antiquité, ont fait alliance avec les libéraux dans les grands printemps des peuples de 1789 à 1848. Elles ne voient pas le problème économique, qui est typique, le Chapelier en France. Typique. Le protestantisme, dans sa version originelle, ne retient plus cette volonté d'accaparement, ce temps de la cupidité, qui d'ailleurs portera un nom aux États-Unis particulièrement, qui était le temps des barons, un tout petit peu plus tard. Et l'ancienne morale aristocratique était en train de disparaître. La nature ayant horreur du vide. Nous sommes allés vers l'individualisation des conditions, non par la démocratie comme on l'aurait pu l'imaginer ou craindre quelqu'un comme Tocqueville, mais par la consommation. Pourquoi? Par l'extraordinaire plasticité de la notion de marché, qui recycle tout ce qui a été imaginé pour s'opposer à lui a été recyclé. Preuve d'une extraordinaire adaptabilité. Le processus a été entériné, à mon avis, ça j'emprunte ça
notre si cher ami Laurent, par la Première Guerre mondiale, qui a privé le prolétariat, et particulièrement le prolétariat français, de sa part de virilité particulièrement après, dans ce qui a suivi, donc la crise intellectuelle et morale des années 20, où on s'est mis à cracher sur ce pourquoi ce petit peuple des employés, des ouvriers et des paysans s'était battu, avait souffert et était mort. Une blessure terrible dans la vie du prolétariat. Qui, parce que c'était la population... Pourquoi on imagine, pourquoi le travailleur est intimement lié à cette notion de virilité? Parce que c'est celui qui est le plus près de l'authentique, le plus loin, parce qu'il n'en a pas les moyens du monde du simulacre. Mais la société de consommation de masse va pouvoir avilir même ça. Saluons comme il se doit cette avancée de la dignité humaine. Pour vous dire à quel point cette crise a pu même se retourner contre nous. Là, nous avons tous à peu près l'âge, enfin sauf nos anciens, qui n'ont peut-être pas vu, mais messieurs, nous sommes à peu près tous de la même génération, vous avez entre 25 et 35 ans, donc il y a un film de notre génération auquel vous devez penser depuis le début, en m'entendant. Fight Club, bien sûr. Fight Club, c'est ça. Pourquoi ce film d'ailleurs? Quel a été l'adjectif? Aujourd'hui, Fight Club, Edward Norton le dit lui-même, serait intournable. Parce que quel a été l'adjectif qui a été employé contre Fight Club dès le début? Fasciste. Pourquoi? Parce que mettant en scène la pulsion de vie, comme on a affaire aux journalistes de Télérama, qui a 200 mots de vocabulaire quand on retire Spritz et décapsuleur, et évidemment la catégorie infamante, fasciste. Alors évidemment, Fight Club n'a rien à voir avec le fascisme historique, c'est pas grave. Et surtout, l'adjectif pour Fight Club, c'est pas du tout fasciste, c'est vitaliste. Un film sur la pulsion de vie, profondément. Or, pourquoi? Je vous la fais rapidement pour ceux qui ne l'ont pas vu. Le personnage d'Edward Norton est un homme qui est tellement, lui, dans cette fin de la perte de la virilité, qu'il a d'extraordinaires réflexions du genre: quel type de set de table me définit comme individu? Arrêtez. Allez dans un Brico ou un Conforama un samedi. Ne me dites pas qu'il n'y a pas des gens qui sont en train de penser ça. Ne me dites pas. On est toujours déçus. Le pire, c'est chez Ikea. Pire, Ikea. Ouais. Ou là, quel type de meuble à monter me définit. Qui déjà, en plus, implique des visions plus ou moins ragoûtantes. Mais il crée un double de lui-même idéalisé qui est son retour de virilité, qui est le personnage de Tyler Durden. Qui va commencer par quoi? Par lui dire: tu vas détruire tes simulacres. Qu'est-ce qu'il fait? Il brûle son appartement. Et ensuite, il va s'affirmer face au monde à travers des combats clandestins. Et ça va le conduire jusqu'à quoi? Jusqu'à l'action terroriste et jusqu'à la caricature de lui-même. Et c'est là où le piège nous est tendu. Parce que si la caricature viriliste que nous serions tentés d'opposer à ça est elle-même un simulacre, et un simulacre dangereux. Quand je vois aujourd'hui certains libertariens français, déjà, comme culture enracinée, il y a mieux. Me dire: nous, on va se débrouiller sans l'État, et les bandes ethniques vont voir ce qu'elles vont voir, je regarde ça d'un œil tout à fait circonspect. Je vous le dis tout de suite, parce que je pense, pour en connaître quelques-uns, qu'à la première agrafeuse qui tombera par terre, ils seront déjà en train de courir, et loin. Un ami me conseillait de voir la différence entre deux grandes figures de la revirilisation. Parce qu'il y a eu, par les temps durs, des retours de la forme virile. On n'est pas sur 2 siècles de déclin. Les phénomènes historiques ne sont pas linéaires, enfin ne sont pas
Si vous voulez, ça ne s'éteint pas comme des boutons électriques. La figure de la résistance, il y a un sublime ouvrage, bon, malheureusement c'est un roman, donc ça se prête moins bien à une conférence, mais nous verrons, qui s'appelle La nostalgie de l'honneur, qui vient de sortir chez Grasset sur un destin de la résistance. Et on voit ces hommes qui ont été blessés dans ce qu'ils étaient au plus profond par l'humiliation de leur pays. Et qui, avec humilité et fermeté, se sont dressés face à la fin d'un monde. C'est d'ailleurs terrible, c'est cette phrase du général de Gaulle, j'ai dressé la France contre la fin d'un monde. Et il y a une autre vision, alors là, les gens les plus militaristes dans un certain sens et les plus à droite vont me balancer des chaises, donc je demande à mon staff de venir mettre leur corps devant moi pour me protéger. On ne sait jamais. Le mythe que nous avons fait d'une part de nos armées pendant la guerre d'Algérie. Je ne remets pas en question le génie de nos soldats ni leur abnégation. Je dis que toute la communication qui a été faite sur les paras est vraiment ce que j'appellerais les simulacres de la virilité. D'ailleurs, ça avait été créé en partie par Bijard, sur le modèle d'ailleurs de la propagande allemande, en partie pour ça. Et c'est ce genre de retour viriliste contre lequel nous devons nous prémunir coûte que coûte. Parce que sans la victoire, pas de survie, disait Churchill. Mais je préfère encore la défaite à la parodie. Or, aujourd'hui, après la fameuse société du spectacle, le système se survit par la parodie. La différence entre le spectacle et la parodie, c'est simple. Le spectacle, c'est de la vie qui imite de la vie. La parodie, c'est de la vie qui imite de la mort. Et aujourd'hui, ça nous guette, y compris dans une part de ceux qui disent avoir ce pays à cœur. Il est, par exemple, hallucinant que nous soyons en train de renoncer à la notion de création de nous-mêmes, à renoncer au fait de se dresser face au monde, et qu'aujourd'hui, nous ayons cette tentation du contrôle des comportements individuels, de la défense uniquement du passé, mais non de l'incarnation que nous pouvons faire de notre futur. Aujourd'hui, certains même des nôtres sont prêts à renoncer à la souveraineté pour pouvoir interdire à qui que ce soit de manger du couscous, si vous voyez une affaire récente. Non mais, vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est un signe de dévirilisation profond. Ça, c'est un signe d'impuissance dans tous les sens que vous voudrez bien donner à ce mot. Et ça nous guette, réellement. Pourquoi? Parce qu'il y a un retour nécessaire de la notion de virilité, je vais vous dire pourquoi. Parce que, objectivement, le système a pu tenir à cause de différentes constantes qui sont en train de s'inverser. La première d'entre elles, à mes yeux en tout cas, et là c'est peut-être une déformation professionnelle en tant que géopolitologue, la première, c'était le règne sans partage, 1, de l'Occident, 2, de la classe marchande occidentale, et 3, du deal occidental qui reposait sur la carbone-démocratie, l'énergie à pas cher. Toutes ces données structurantes de nos sociétés sont en train de s'inverser. Ça promet des lendemains qui déchanteront. Je n'aime pas être prophète de malheur, j'en suis bien désolé, et je pense que les sociétés complexes comme les nôtres peuvent survivre à une condition, c'est qu'elles trouvent déjà une raison de vivre. Aujourd'hui, c'est pas gagné. C'est vraiment pas gagné. Et il est tout à fait normal
que quand un peuple ne se bat plus pour la souveraineté, pour la gloire, disait Baudrillard, mais qu'il soit dans ce doute perpétuel, exactement comme cet homme castré. Il est tout à fait normal qu'un peuple comme celui-là rase les murs devant, entre autres, d'autres forces civilisationnelles qui, elles, ont cette puissance d'exister, sans trop d'ailleurs se le demander. Je ne dis pas que ces forces civilisationnelles valent mieux. Je dis qu'elles ne sont pas dans le doute perpétuel et incapacitant. Je pense malheureusement qu'à un moment ou à un autre, le charlisme, qui ne pouvait naître qu'en Occident, dévirilisé. J'ai essayé d'expliquer aux Asiatiques, croyez-moi, c'est pas vrai. J'ai essayé avec mon épouse, ça plus la manif pour tous, je ne veux pas dire que son rêve occidental se maintient. Il faut bien comprendre que ça ne suffira pas. Ça, c'est certain. Mais que qu'un retour caricatural à ce que nous avons été ou à ce que certains pensent pouvoir être, ne nous sauvera pas plus. Et là, pour le coup, je vais vous donner une image de la virilité telle que je la conçois. C'est pour ceux qui l'ont vu, ce film Les 7 samouraïs. Comme vous le savez, dans le 7 samouraïs, il n'y a pas de grande scène de combat comme il y en a aujourd'hui au cinéma. Qu'est-ce qui fait la virilité de ces hommes? C'est la manière dont ils refont société. C'est le sens de la mesure qu'ils y mettent. Et c'est ça, la clé de cette virilité, car comme un ami encore me présente dans cette salle et qui se reconnaîtra, me disait de rappeler sur ce sujet-là cette citation qui aujourd'hui est devenue proverbiale et donc dénaturée, qu'un homme ça s'empêche. Donc Christian Combaz avait fait une extension en disant une civilisation c'est des hommes qui s'empêchent, une barbarie c'est des hommes qui se lâchent. Et une civilisation c'est fait de citadelles qui résistent. Toujours cette notion de fermeté. Vous voyez ce que je veux dire? Or, sans ce sens de la mesure, mais un sens de la mesure qui ne pourra pas se planquer derrière un conservatisme de bonne aloi, comme aujourd'hui beaucoup de gens l'aimeraient. Parce que, je le crois, j'ai cette faiblesse, c'est la plus grande France qui survivra. Et que d'un certain côté, un certain prométhéisme, je ne parle pas de l'idéologie du progrès, je parle juste du fait de chercher le dépassement de soi. Nous n'aurons pas le choix. Le conservatisme frileux, passe-page saumon du Figaro ne nous sauvera pas plus que le virilisme de console de jeu ou que le charlisme. C'est une crête très étroite qui est devant nous. Et pour terminer, je vous citerai Monsieur Choquet, je crois, un philosophe que je ne connaissais pas avant de faire mes recherches, et qui a une phrase que je trouve assez belle pour conclure. L'homme juste serait-il alors la figure ultime de la virilité? N'aurions-nous fait de la virilité qu'un autre nom du courage, de la justice ou du martyre? Merci à tous.